Alors bonjour à tous et merci d'être là pour cette soutenance de thèse. Dans le contexte actuel de la crise de la biodiversité, il y a un besoin de mieux comprendre l'état et les dynamiques des espèces et des communautés, aussi bien au niveau spatial, avec par exemple les aires de répartition des espèces, qu'au niveau temporel, à court terme avec par exemple les patterns d'activité des espèces, ou à plus long terme avec l'évolution de la taille de population sur plusieurs années. Ces informations, elles sont essentielles pour la recherche, mais également pour la gestion et la conservation de la biodiversité. Par exemple, sur la liste rouge de l'IUCN, il y a 22 000 espèces qui sont dites data deficient. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de données pour déterminer leur statut de conservation. Ça, c'est un frein à la mise en place de mesures de protection, comme par exemple celle d'aires protégées en France. Pour combler ces lacunes, des suivis écologiques à large échelle permettraient de récolter des données clés sur les espèces, et ça, traditionnellement, c'est fait directement par les experts sur le terrain. Le problème, c'est que ça a un fort coût humain et financier, et donc ça empêche de le faire à large échelle. Heureusement, récemment, il y a eu l'apparition d'un certain nombre de capteurs autonomes qui peuvent récolter des données en temps continu et sur de grandes échelles spatiales. Et parmi ces capteurs, on retrouve l'imagerie aérienne et satellite, des capteurs bioacoustiques et accélérométriques, et enfin un certain nombre de capteurs optiques comme le piège photo. Le piège photo, c'est un appareil photo numérique autonome que l'on pose généralement dans les arbres et qui va se déclencher automatiquement lorsque un individu est détecté. Il va prendre une photo ou bien une vidéo, mais le plus souvent, il va prendre une séquence d'images consécutives, souvent 3 ou 5 images, espacées de quelques dixièmes de seconde. Et ici, vous pouvez voir une séquence qui est particulièrement esthétique, mais le plus souvent, les images, elles sont de mauvaise qualité et il est difficile d'identifier les espèces. Pour récapituler, un écologue il va poser un certain nombre de pièges photos, et au bout de plusieurs mois, il va récupérer les données brutes sous forme d'images, et dans lesquelles il est nécessaire d'identifier les espèces pour pouvoir faire les analyses écologiques que l'on souhaite faire. Le problème, c'est qu'un seul projet de piège photo, il peut compter plusieurs centaines de pièges et générer plusieurs millions d'images, et donc l'étape d'identification, elle devient extrêmement longue et fastidieuse. Mais à l'ère de l'IA, on aurait très envie de vouloir automatiser cette tâche-là, et c'est ce qu'on va voir. Dès les années 2017, les chercheurs sont penchés là-dessus et ont proposé d'utiliser des modèles de classification qui vont prendre l'image entière et prédire l'espèce. Le problème, c'est que ces modèles-là, ils ont une résolution d'entrée assez faible, de l'ordre de 200 par 200 pixels. Et donc, si l'animal n'occupe pas l'entièreté de l'arrière-plan, de l'image, on va surtout donner de l'environnement au modèle et il va mal prédire l'espèce. Les chercheurs sont ensuite tournés vers des modèles de détection qui vont prédire l'espèce, mais également la boîte englobante, c'est-à-dire les coordonnées de la position de l'animal, que vous voyez ici en rouge. Et ces modèles-là, ils ont une résolution d'entrée qui est bien plus grande, et ils sont très bons pour prédire la position de l'espèce, mais comme ils ne sont pas spécialisés pour la classification, ils ont également du mal à prédire l'espèce. Récemment, il y a eu une pipeline en 2 étapes qui s'est imposée dans la littérature, avec d'une part un modèle de détection assez grossier qui prédit uniquement 3 classes, animal, véhicule et humain. Et si la classe qui est prédite c'est animal, alors on va faire ce qu'on appelle un crop, c'est-à-dire recadrer l'image pour ne contenir que l'animal, et la donner à un modèle de classification qui va prédire l'espèce, mais également un score de confiance entre 0 et 100%, qui indique à quel point le modèle il est confiant dans sa prédiction. Il faut savoir que pour la première étape, il y a déjà un modèle qui existe et qui s'appelle Megadetector et qui fonctionne très bien. En revanche, pour la deuxième étape, au début de ma thèse, il n'y avait quasiment aucun modèle pour cela, uniquement pour la faune africaine et pour la faune nord-américaine. Et donc le premier objectif de cette thèse, ça va être de développer un modèle pour la faune européenne et le rendre accessible à la communauté. Dans le contexte d'analyse écologique, il faut également savoir que le score de confiance qui est associé à la prédiction, il a une importance capitale, puisqu'il va être utilisé dans de nombreuses analyses écologiques en aval, par exemple directement dans les modèles écologiques, typiquement des modèles d'occupancy, ou pour faire des alertes en temps réel lorsqu'une espèce sensible est détectée, ou enfin il peut être intégré dans les outils de la science participative pour réduire l'effort d'annotation. Le problème, c'est que les écologues et les utilisateurs, ils vont penser que ce score, il est calibré, c'est-à-dire qu'il représente une bonne approximation de la réelle probabilité que la prédiction soit vraie. Par exemple, si on prend 100 images qui sont toutes prédites avec un score de 95%, si le score est bien une probabilité, alors on peut s'attendre à ce que 5 des prédictions soient fausses. Le problème, c'est que ça, on sait que pour les modèles de deep learning, en général, ils sont mal calibrés et qu'ils ont tendance à être trop confiants. Et donc le deuxième objectif, ça va être d'étudier et d'améliorer la calibration des modèles de classification d'espèces. Un autre problème que l'on a avec la méthode en 2 étapes que j'ai présentée, c'est qu'elle traite toutes les détections de manière indépendante.
Ça peut être problématique si on a un individu qui se déplace sur la séquence de piège photo. Sur la première image, il peut être très facile de prédire l'espèce, mais sur la deuxième, il y a une occlusion, et le modèle va faire une erreur. Et ici, on a donc un faux positif qui va se propager dans les analyses écologiques. On peut également avoir cette situation lorsqu'on a plusieurs individus sur la même image, où un individu serait plus difficile à classifier que les autres. Et ça, dans ces deux cas, pour un expert, c'est assez facile de conclure qu'il s'agit en fait des mêmes espèces. Et donc un troisième objectif, ça va être d'utiliser le contexte temporel à gauche et spatial à droite pour diminuer le nombre d'erreurs des modèles. Enfin, même s'il est intéressant de prédire l'espèce, ce n'est pas toujours le seul attribut écologique que les écologues vont chercher dans les images. Par exemple, si on s'intéresse au pattern d'activité, c'est-à-dire la distribution de l'activité de l'espèce dans la journée, on va prendre toutes les photos et toutes les heures associées où l'espèce a été observée. Le problème, c'est que comme vous pouvez le voir à droite, l'espèce n'est pas toujours active devant la caméra. Donc cette photo-là qui a été prise à 8 h du matin, en fait, elle contribue à tort au pic d'activité à gauche. Et donc pour faire des analyses écologiques plus fines, on souhaite parfois avoir accès au comportement. Et donc le dernier objectif va essayer de prédire le comportement. Donc cette thèse, elle va se présenter en 4 chapitres qui essayent de répondre aux 4 objectifs que j'ai énoncés précédemment. Et chaque chapitre correspond à un article qui est publié ou en cours de publication. Et pour des raisons de contrainte de temps, le premier chapitre il va être un peu plus court que les autres. Donc dans le premier chapitre, on va s'intéresser très brièvement à l'initiative DeepFaune, qui vise à développer un modèle de classification d'espèces de la faune européenne. Pour ça, on va s'appuyer sur une méthode d'apprentissage automatique qui s'appelle l'apprentissage supervisé, et dans laquelle on a un jeu de données d'entraînement d'images annotées, c'est-à-dire pour lesquelles on connaît les espèces, et qu'on va donner à un modèle qui contient plusieurs millions de paramètres. Via un algorithme d'apprentissage, il va être capable d'ajuster ces paramètres pour extraire des caractéristiques dans les images qui permettent de prédire les espèces. Pour être plus précis, on ne va pas utiliser un modèle où les paramètres seraient initialisés aléatoirement, mais on va faire du fine-tuning, c'est-à-dire récupérer un modèle qui est pré-entraîné sur une base de données plus vaste mais non spécifique à la tâche, comme par exemple ImageNet 1K ou 21K. Ça permet au modèle de converger plus vite et d'améliorer les performances finales. Donc vous l'avez vu, on a besoin d'une banque de données d'entraînement. Le problème, c'est qu'on n'en avait pas à disposition. Et donc l'initiative DeepFaune, elle vise à créer une grande banque de données collaborative. Et aujourd'hui, elle réunit les données de plus de 80 partenaires, qui sont des parcs naturels, des associations, mais aussi des laboratoires de recherche, qui ont généreusement partagé leurs données, qui viennent de toute l'Europe, et maintenant, il y en a plus de 2 millions. Grâce à ces données-là, j'ai pu entraîner un certain nombre de modèles de classification par fine-tuning. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs itérations du modèle, où j'ai pu augmenter le nombre de classes pour répondre aux besoins des utilisateurs, mais également changer l'architecture et le pré-entraînement pour améliorer les performances finales. D'ailleurs, on a remarqué que depuis que j'utilise des modèles entraînés de manière auto-supervisée comme DinnoV2, les performances ont été grandement améliorées. Ces modèles de classification, ils sont intégrés dans un logiciel open source qui permet donc d'automatiser le traitement des images de pièges photo. Et le logiciel, il est pensé pour être facile pour l'installation, mais également très rapide, puisqu'il peut traiter environ 2 à 3 images par seconde sur un ordinateur milieu de gamme qui n'aurait pas forcément de carte graphique. Et donc d'une certaine manière, cet outil, c'est un retour vers la communauté qui nous avait partagé leurs données annotées et qui maintenant peuvent automatiser le traitement. Maintenant qu'on a vu les bases de ce avec quoi on travaille, je vais vous parler de la calibration des scores de confiance, qui, je vous le rappelle, ont une importance capitale dans les analyses écologiques. Et donc la calibration, on sait qu'elle peut être mauvaise pour des modèles de deep learning qui ont tendance à être overconfident, c'est-à-dire à prédire des scores trop élevés. Et elle n'a jamais été étudiée pour des modèles de classification d'espèces, et encore moins de pièges photo qui fonctionneraient avec des séquences. Comment est-ce qu'on mesure la calibration? On peut le faire premièrement avec un reliability histogram. Pour ça, on va prendre toutes nos prédictions et tous les scores associés et les regrouper dans des bins. Par exemple, on va faire le bin de toutes les prédictions entre 0,8 et 0,9. Et au sein de ce bin, on peut calculer l'accuracy observée, c'est-à-dire le pourcentage de bonnes prédictions, mais également l'accuracy attendue. En fait, si les scores sont des probabilités, en faisant la moyenne des scores, on obtient l'accuracy attendue. Et ici, en rouge, vous pouvez voir ce qu'on appelle l'erreur de calibration, qui est la différence entre l'accuracy attendue et l'accuracy observée. On peut également mesurer la calibration de manière quantitative avec l'Expected Calibration Error, ECE,
qui est en fait la moyenne pondérée des erreurs de calibration, où on pondère par le nombre d'éléments dans chaque bin. Et ici, le but, ça va être de minimiser le CE, de la rendre la plus proche de 0 possible. On souhaite savoir si le choix du modèle a une importance pour la calibration finale du modèle de classification. Et donc pour ça, on va utiliser 5 modèles, 2 modèles de convolution, EfficientNet V2 et ConvNext, 2 modèles sur l'architecture Transformer, VIT et Swing Transformer V2, et enfin un modèle compact, MobileNet V3. Pour être équitable, tous ces modèles ils ont été pré-entraînés sur ImageNet 21K et fine-tunés avec une recette similaire. Pour cela, on va utiliser un jeu de données de pièges photo de la faune européenne, qui est en fait un sous-ensemble du jeu de données d'IPhone auquel j'ai retiré 3 jeux de données test qui viennent de zones géographiques différentes, les Pyrénées, les Alpes et le Portugal. Passons maintenant au premier résultat. Ici, j'ai affiché l'accuracy en fonction de l'ECE. Et la première chose qu'on peut se rendre compte, c'est que les modèles qui ont la meilleure accuracy, ce sont également les modèles qui sont le mieux calibrés. Et ça, c'est un résultat qu'on peut retrouver sur les 2 autres jeux de données. Et on peut également se rendre compte que ce sont systématiquement les mêmes modèles qui sont le mieux calibrés, à savoir ConvNext, Swing Transformer V2 et le VIT, là où MobileNet V3 et EfficientNet sont moins bien calibrés. Maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'il est possible d'améliorer la calibration de ces modèles? Pour ça, on va utiliser une méthode de post-processing qui s'appelle le temperature scaling, et dans laquelle il y a un seul paramètre, la température, et qui n'a rien à voir avec la température de l'environnement. Et pour ça, en fait, les scores ils vont être renormalisés par ce paramètre t. Donc on prend les logits, on les multiplie par 1 sur t, et ensuite on utilise la fonction softmax pour obtenir les scores. Et donc si la température elle vaut 1, finalement c'est équivalent à ce qu'on aurait obtenu avec softmax de manière traditionnelle. Si la température elle est plus grande que 1, on va diminuer le score le plus élevé. Et si la température elle est plus petite que 1, on augmente le score le plus élevé. Et donc ici, on cherche à trouver la température T étoile qui permet de minimiser le CE. Et si T étoile il est inférieur à 1, on sait que le modèle il était en fait underconfident. Et si T étoile il est plus grand que 1, le modèle était overconfident. Le problème c'est que cette température, elle dépend du jeu de données. Et dans le cadre où le modèle il serait déployé, comme ce DeepPhone, on ne peut pas se permettre de la recalculer sur chaque jeu de données qu'on a. Et donc, si la température elle varie grandement d'un jeu de données à un autre, alors cette méthode elle ne peut pas être utilisée. Ici, on va utiliser nos 3 jeux de données test pour vérifier si la température elle varie d'un jeu de données à un autre. Ici, pour le modèle ConvNext, j'ai affiché la température, le CE en fonction de la température. Et on peut voir qu'on a des courbes en V qui sont centrées sur le minimum T étoile. On peut également voir que la température T bar, qui est la moyenne des T étoiles, elle permet d'améliorer la calibration sur les 3 jeux de données. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également pour le Swing Transformer et le VIT. En revanche, pour les modèles qui étaient initialement mal calibrés, la méthode ne s'applique pas forcément, puisque les températures minimales sont différentes entre les jeux de données. On peut également voir que sur tous les modèles, la température optimale elle est plus grande que 1, donc ils sont bien overconfident, comme ça va être observé dans la littérature. Maintenant, on cherche à savoir si tout ça c'est toujours vrai lorsque l'on travaille avec des séquences. Pour ça, on va considérer que 2 images qui sont prises à moins de 10 secondes d'intervalle, elles appartiennent à la même séquence. On va également faire l'hypothèse que toutes nos séquences sont monospécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent jamais 2 espèces dans la même séquence. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement vrai en Europe. Mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir une prédiction pour toute la séquence, alors que jusqu'à présent, on a des prédictions pour chaque crop individuel? Pour ça, on va comparer plusieurs méthodes d'agrégation. Et donc, si on a une séquence de crop, on peut obtenir les différents logits par le classifier, et les logits sont transformés en scores par la fonction softmax. Et la première méthode d'agrégation, ça va être de moyenner les scores et les attribuer à toute la séquence. On peut également décider de moyenner les logits et ensuite utiliser la fonction softmax pour obtenir des scores. Mais également, on peut utiliser les scores associés à l'image qui aurait le score le plus élevé ou les scores associés à l'image qui a le logit le plus élevé. Maintenant, si j'affiche l'accuracy pour les différentes méthodes d'agrégation, ici, donc, vous pouvez voir pour tous les modèles et toutes les méthodes, le delta accuracy, qui est l'accuracy avec agrégation, moins l'accuracy sans agrégation. Et déjà, on peut voir qu'elle est tout le temps positive, ce qui signifie que c'est pertinent d'utiliser l'information contenue dans la séquence et que ça permet bien de diminuer les erreurs. On peut également voir que ce sont les méthodes average score et average logit qui permettent d'avoir le meilleur gain d'accuracy.
En revanche, si on s'intéresse à la calibration, elles sont maintenant diamétralement opposées, avec average logit qui donne la meilleure calibration et average score qui est systématiquement la moins bonne calibration. Ça, c'est quelque chose qui est également vrai sur les autres jeux de données test. Et donc, on peut conclure que la méthode average logit, c'est la plus pertinente pour agréger les prédictions. Donc ici, maintenant, on va regarder ça en conjonction avec le temperature scaling. Si on regarde la méthode average score, on peut voir que les températures optimales, elles sont tout le temps plus petites que 1. Ça aboutit donc à des modèles qui sont underconfident. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent avec la littérature si on fait une analogie avec les modèles de calibration d'ensemble. En fait, nous, là, on a un modèle et n images, mais dans la calibration d'ensemble, on aurait n modèles et une image. Et il y a plusieurs articles qui ont également trouvé que la méthode average score, elle conduisait à des modèles qui étaient underconfident. En revanche, ils n'avaient pas évalué la méthode average logit, et ici, on observe qu'elle permet d'avoir une bien meilleure calibration, et également que la température peut se transférer. Donc pour conclure, la méthode average logit est la plus pertinente pour agréger les prédictions et elle permet de transférer la température d'un jeu de données à un autre. Et d'ailleurs dans DeepPhone, j'ai implémenté la méthode average logit pour traiter nos séquences et j'ai calculé une température optimale sur un grand jeu de données test et on considère qu'elle permet d'améliorer la calibration sur les jeux de données des utilisateurs. En revanche, il y a quelques limitations. Premièrement, l'agrégation elle va être problématique s'il y a plusieurs espèces, parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait une hypothèse que toutes les séquences sont monospécifiques. Ça va être l'objectif du chapitre prochain. Ensuite, ça serait intéressant de s'intéresser à la calibration pour chaque espèce, puisqu'il est possible que le modèle soit calibré différemment pour les différentes espèces. Et enfin, il faudrait étudier aussi la calibration du modèle de détection, puisque comme vous l'avez vu, c'est une méthode en 2 étapes. Maintenant, on va approfondir l'utilisation de la séquence, mais ici, non pas pour agréger les prédictions, mais pour enrichir les prédictions individuelles. Parce que, comme vous l'avez vu, l'agrégation en séquence, elle est problématique pour des séquences multi-espèces. Par exemple, sur cette séquence où il y a un chamois et un renard, on voit bien que si on utilise la méthode average logit, on va forcément mal prédire les espèces présentes. Et c'est vrai que je vous avais dit au début donc, que en général en Europe, il n'y a pas de séquence multispécifique, mais c'est bien le cas, mais même si c'est un événement sur 10 000 ou plus, les interactions entre espèces sont des événements très intéressants d'un point de vue écologique et donc on ne souhaite surtout pas les rater. Donc ici, l'objectif, ça va être d'intégrer le contexte temporel à gauche et spatial à droite pour améliorer les prédictions, mais ici en gérant les séquences multi-espèces, c'est-à-dire en faisant une prédiction pour chaque crop et non pas pour la séquence entière. Également, l'objectif, c'est de s'intégrer dans la pipeline en 2 étapes et de réutiliser des composants qui fonctionnent déjà bien, comme par exemple le modèle de détection et de classification, qui sont déjà adoptés par la communauté. On pourrait avoir envie d'utiliser des modèles qui sont développés pour des vidéos, puisque finalement c'est une tâche similaire, surtout pour les modèles de tracking. Mais le problème, c'est que ces modèles-là, ils reposent sur une très forte continuité temporelle, ce qui n'est pas du tout le cas pour les images de pièges photo, où un animal peut passer complètement d'un côté à l'autre de l'image. Également, il repose sur une forte cohérence spatiale, ce qui est le cas si on prend les images entières. Et si on travaille sur l'ensemble des crops, on n'a pas du tout cette propriété. Et pour finir, il faudrait réentraîner le modèle de détection et de classification, ce qu'on ne souhaite pas faire. Donc ici, je propose une nouvelle architecture, et avant de la présenter, je vais d'abord revoir la pipeline en 2 étapes dans un cadre multispécifique. Tout d'abord, si on a donc une séquence avec plusieurs espèces, avec le modèle de détection, on va pouvoir faire tous les crops que vous voyez ici. Et ensuite, on utilise le modèle de classification qu'on va couper en 2 parties. D'abord, l'image encodeur qui va nous prédire des embeddings, donc des représentations de chaque crop. Et ensuite, la classification head qui permet de prédire l'espèce. Donc vous voyez, cette pipeline en 2 étapes, elle peut déjà gérer les séquences multi-espèces. Mais si on ne fait rien, comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup de faux positifs qui vont se propager dans les analyses écologiques. D'ailleurs, c'était l'objectif d'utiliser l'agrégation en séquence pour les réduire. Donc ici, ce que je propose, c'est de concaténer les différents embeddings des crops pour former une séquence qu'on va donner en entrée d'un transformer qui contient plusieurs couches d'attention et de MLP et qui permet d'utiliser le contexte global de la séquence pour enrichir les embeddings individuels et améliorer les prédictions finales en utilisant la même classification head. Ici, j'ai dit que c'était une séquence, mais en fait, il s'agit plutôt d'un ensemble puisqu'il n'y a pas de positional embedding et le modèle, il est invariant à l'ordre des crops. Également, il n'y a pas de class token comme on en voit d'habitude
dans les modèles de transformers, puisqu'on souhaite bien faire une prédiction pour chaque embedding et non pas pour toute la séquence. Ici, on va utiliser des images de la faune africaine, puisque dans cet habitat qui est plus ouvert, il y a beaucoup plus d'événements multi-espèces, donc ça va être plus pertinent pour développer la méthode. Et on va utiliser un jeu de données Snapshot Serengeti, auquel on a retiré 46 pièges photos pour faire un jeu de test. Et également, on va utiliser un autre jeu de test complètement indépendant, Snapshot Safari 2024, et on va utiliser 46 espèces différentes. Donc ces jeux de données ils contiennent des séquences multispécifiques, mais on a un problème, c'est qu'elles sont faiblement annotées. En fait, les annotations, elles sont fournies non pas pour chaque crop, ni pour l'image entière, mais pour toute la séquence. Donc par exemple, sur l'image de droite, on sait qu'il y a des gnous et des zèbres, mais on ne sait pas quelle détection correspond aux gnous et quelle détection correspond aux zèbres. Et donc on ne peut pas les utiliser directement pour entraîner le modèle. En revanche, ce problème, il n'existe pas pour les séquences monospécifiques, et donc on va les utiliser pour créer des séquences synthétiques, et pour ça on va concaténer des séquences qui auraient été prises à la même heure, mais pas forcément sur le même piège photo. Pour l'évaluation, on va mettre un cadre plus réaliste, on va mettre des contraintes supplémentaires, où les séquences concaténées, elles sont prises sur le même piège photo, mais également pendant la même saison, c'est-à-dire pendant le même mois de l'année. Donc pour l'entraînement, ici j'avais pas de modèle de classification à disposition, donc j'en ai entraîné un, et donc j'ai fine-tuné un Dino V2 sur tous les crops que j'avais à disposition. Et pour le modèle basé sur l'attention, comme je vous ai dit, je réutilise ce classifier, la partie image encodeur, mais aussi classification aid, qui sont frozen, c'est-à-dire qu'on ne réentraîne pas les paramètres. J'utilise 4 blocs de transformer et une séquence de 12 crops. Ça, c'est une contrainte pour l'entraînement, mais à l'inférence, on pourra faire des séquences de taille arbitraire. Et enfin, j'utilise une technique que j'ai appelée l'embedding mix-up, qui est similaire au manifold mix-up. Ici, l'objectif, c'est de réduire l'information qui est contenue dans les embeddings, de sorte à ce que le modèle soit obligé d'utiliser l'information qui est contenue dans la séquence pour faire une bonne prédiction. Donc concrètement, je mélange l'embedding avec un autre embedding aléatoirement pris dans la banque d'entraînement. On va commencer les résultats par une petite analyse visuelle. Ici, vous pouvez voir une image multispécifique avec toutes les détections en rouge. Et en dessous, vous pouvez voir les différents crops. Et en bleu, on a les prédictions du modèle indépendant. Et on peut voir que pour les crops numéro 3 et 4, le modèle il fait une erreur de classification. Il prédit Dick Dick et Gazelle Thompson au lieu de prédire la classe Impala. Alors que le modèle basé sur l'attention, que vous voyez en vert, utilise le contexte global pour corriger ses prédictions. D'ailleurs, en haut à droite, vous pouvez voir ce qu'on appelle la matrice d'attention, qui donne l'attention de chaque crop vis-à-vis de tous les autres crops qui est utilisé par le modèle. Et on peut voir qu'il y a des clusters au niveau des espèces, ce qui indique comment fonctionne le modèle, qu'il utilise bien le contexte spatial, même dans un cadre multi-espèces. Également, au niveau temporel, ici on a une séquence de 2 images, où sur le premier crop, le modèle il va prédire que c'est un rongeur, alors qu'il s'agit en fait d'un lièvre, et on le voit assez bien sur l'image suivante. Et à nouveau, on a des clusters, et le modèle basé sur l'attention arrive à corriger la prédiction. Maintenant, regardons ça de manière quantitative. On va commencer par nos séquences réelles, donc non synthétiques, mais qui du coup sont toutes monospécifiques, car les multispécifiques sont faiblement annotées. Et on peut voir que sur les 2 jeux de données, le modèle basé sur l'attention permet bien d'améliorer les résultats, et qu'on atteint une accuracy de 95%. Maintenant, regardons les ensembles synthétiques, qui sont également multi-espèces. Et ici, on voit bien que le gain de performance, il n'est pas réservé aux séquences monospécifiques, mais qu'il est également aux séquences multispécifiques. Donc on a bien réussi ce que l'on souhaitait faire. Passons maintenant à une courte étude d'ablation. On va vérifier que c'était bien pertinent d'entraîner sur des séquences synthétiques. Donc ici, dans le tableau A, j'entraîne sur des séquences réelles, mais qui du coup sont monospécifiques. Et ensuite, je teste sur des séquences synthétiques qui peuvent être multispécifiques. Et on voit que pour les séquences monospécifiques en test, on a bien un gain de performance, ce qui est attendu. En revanche, les performances, elles sont bien moins bonnes en multispécifique, ce qui justifie bien l'idée d'utiliser des séquences synthétiques pour l'entraînement. Enfin, on peut voir que l'utilisation de l'embedding mix-up, c'était une bonne idée puisqu'on a bien un gain de performance. Et également, utiliser plus de blocs de transformers conduit bien à une amélioration de performance. Donc pour conclure, l'attention, elle permet bien d'apprendre les relations entre crops, même dans un contexte multi-espèces. Et en plus de ça, le module d'attention qu'on a utilisé, il a un coût additionnel très faible.
de l'ordre d'environ 1% du calcul complet détection et classification. Et également, on peut facilement l'intégrer dans la pipeline en 2 étapes, puisqu'il va facilement s'insérer après la partie détection et classification. En revanche, il y a quand même quelques limitations. Premièrement, pour entraîner le modèle, il nous faut des crops pour lesquels l'information de la séquence est annotée. Et donc ça va réduire le nombre de crops sur lequel on peut potentiellement entraîner le modèle. En plus de ça, vous l'avez vu, ici le modèle de classification et le module d'attention, ils sont découplés, leur entraînement est découplé. Et donc les embeddings, ils sont figés, et donc ça peut réduire l'expressivité du modèle. Ce serait intéressant de le réentraîner de manière end-to-end pour voir s'il y a un gain de performance. Et également, ici, la composante temporelle, elle est non explicite puisque je n'ai pas mis de positional embedding. Ça serait intéressant de le rajouter pour voir si ça bénéficie au modèle pour utiliser ce contexte temporel. Donc dans le dernier chapitre, on va s'intéresser à la prédiction du comportement. Et pour ça, on pourrait avoir envie de faire comme pour la prédiction de l'espèce, c'est-à-dire de le faire de manière supervisée. Le problème, c'est que pour ça, on aurait besoin d'un jeu de données d'entraînement, et des jeux de données pour lesquels le comportement est annoté, il y en a extrêmement peu qui existent. Et en plus, un tel modèle, il aurait un ensemble de classes qui serait figé, et il faudrait le réentraîner à chaque fois que l'on souhaite rajouter un comportement. Heureusement, ces dernières années, il y a eu l'apparition de Vision Language Foundation Model, qui sont des modèles très généralistes et qui peuvent traiter à la fois des images et du texte, et qui peuvent faire ce qu'on appelle du zero shot, c'est-à-dire prédire sur des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement entraînés. Par exemple, si on prend l'image de droite d'un Vision Language Model, auquel j'ai donné cette image et je lui ai demandé de décrire la scène, et il le fait de manière très détaillée, mais ce n'est pas très pratique à exploiter pour faire des analyses écologiques. Donc ici, on s'interroge, est-ce qu'on peut utiliser ces VLM pour faire des analyses écologiques concrètes, comme par exemple la prédiction du comportement et la prédiction de patterns d'activité. Pour ça, on avait quand même besoin d'un jeu de données pour évaluer les performances du modèle. Et heureusement, j'ai pu collaborer avec le CREA Mont-Blanc qui dispose du seul jeu de données européen à noter avec le comportement. D'ailleurs, les annotations ici, elles viennent de sciences participatives. En fait, les utilisateurs des participants ont pu se connecter à la plateforme Zooniverse et voter pour les comportements qu'ils ont identifiés sur les séquences de pièges photo. Et ici, comme chaque image a été visionnée au moins 30 fois, on peut calculer la proportion du vote pour chaque comportement. Et on a 3 comportements d'intérêt, eating, moving et resting. D'ailleurs, vous pouvez voir dans l'image en bas à droite, 100% des gens ont voté pour le comportement resting. Maintenant, on va s'intéresser aux différents Vision Language Models. En fait, il y a 2 grandes catégories de Vision Language Models. Il y a les Contrastive VLM et les Multimodal LLM. Je vais commencer par expliquer les Contrastive VLM. En fait, ce sont des modèles qui ont été entraînés à prédire la similarité entre du texte et une image. Concrètement, on peut récupérer un embedding de l'image et un embedding du texte et faire le produit scalaire entre les deux et obtenir un score de similarité. Et avec ces modèles-là, on peut faire donc du zero shot en construisant plusieurs phrases différentes. Typiquement, a camera trap picture of an animal, et le dernier mot, on va mettre les différents comportements. Donc on a bien 3 phrases, T1, T2, T3, et pour chaque phrase, on peut obtenir un score de similarité et récupérer le comportement associé à la prédiction la plus élevée. On ne va pas utiliser directement les scores de similarité, mais des scores de confiance où ils sont renormalisés par la fonction softmax. Et on va utiliser 3 modèles contrastifs. CLIP, qui est le premier modèle de grande envergure à faire cette tâche-là, mais également SIGLIP, qui a amélioré CLIP sur de nombreux points. Et enfin, WildClip, qui est un modèle contrastif, mais entraîné sur des images de caméra trap de la faune africaine. Donc ici, c'est un modèle spécialisé, donc ça ne va pas vraiment être du zero shot, mais c'est intéressant de voir comment ils se comparent. Donc, de l'autre côté, on a les multimodal LLM, donc les modèles de langage multimodaux, qui peuvent recevoir en entrée du texte et une image et les traiter conjointement pour répondre à l'instruction textuelle. Ici, on va faire donc du Visual Question Answering, poser une question au modèle, qui est Is the animal in the picture eating, moving or resting? Et on lui spécifie de répondre en un seul mot. Ça, c'est pratique parce que du coup, on peut récupérer les scores de confiance associés au premier token prédit. Et en fait, on va avoir les scores de confiance de tout le vocabulaire, mais on va extraire uniquement ceux des mots candidats, eating, moving et resting, et les renormaliser par la fonction softmax.
À nouveau, on va utiliser 3 modèles de langage, mais uniquement des modèles open source, donc ça exclut ChatGPT et Gemini. Donc ici, on a Coq VLM, Mobile VLM V2 et Polygema. Et là, je les ai dit du plus gros modèle au plus petit modèle. Donc ici, on va s'intéresser à la classification du comportement, avec le recall, la précision et le F1 score qui permet de résumer le recall et la précision. Et on va essayer de pousser l'analyse plus loin en faisant une validation écologique. Et ici, on va s'intéresser à la distribution, enfin au pattern d'activité, c'est-à-dire la distribution de l'activité dans la journée. Et pour ça, on va prendre les heures des images de pièges photo pour chaque espèce et chaque comportement. Et ensuite, fitter une densité à nœud circulaire, qui est la distribution de von Mises, qui permet d'obtenir les patterns que vous voyez à droite. Et donc, si on a des patterns issus des annotations humaines et des patterns issus des prédictions du modèle, on souhaite pouvoir les comparer. Et pour ça, on va utiliser l'overlap index, qui est l'intégrale du minimum entre les deux densités. Et ça nous donne à quel point les courbes sont similaires. Et si on a un score de 100%, c'est qu'elles sont parfaitement superposées. Donc je vais commencer les résultats par quelques exemples qualitatifs. Ici en vert, on a toujours la proportion des votes humains. Et en blanc, on a les scores de confiance de Coq VLM. Vous pouvez voir tout en haut à gauche que le modèle est très confiant dans le fait que l'animal soit en train de manger. Alors qu'en haut à droite, le score est bien plus faible, de 53%. Et donc le modèle il est incertain, potentiellement à cause des ondes présentes sur l'image. Maintenant, regardons la classification de manière quantifiée. Je vais me concentrer sur le F1 score. Et donc, si on prend le modèle CLIP, il a seulement 63% de F1 score. Et donc, il prédit assez mal les différents comportements. En revanche, si on prend le modèle SIGLIP, 85%, il arrive vraiment mieux à prédire ce comportement-là. Et c'est assez intéressant de voir qu'au modèle spécialisé, OneClip, il ne fait pas mieux. Et donc, dans ce cas précis, ce n'était pas forcément pertinent d'entraîner un modèle spécialisé sur des images de caméra trappe. Du côté des modèles de langage, il y a Coq VLM qui sort du lot avec le F1 score le plus élevé de 86,39%. Maintenant, regardons les patterns d'activité. Ici, je vais représenter ceux du chamois pour les différents comportements avec le modèle CLIP. Et je vous rappelle, CLIP, c'est celui qui avait les moins bonnes performances. Et les patterns d'activité, ils sont assez mauvais. On a 52% pour le comportement eating. En revanche, si on utilise le modèle SIGLIP, ils sont déjà bien meilleurs avec des overlap index de l'ordre de 85%. Et enfin, si on utilise le modèle Coq VLM, ce sont les meilleurs avec des overlap index de l'ordre de 90%. Et là, on peut retrouver que le chamois, c'est une espèce qui est active à l'aube et au crépuscule, et également qui va avoir tendance à se reposer en journée et la nuit. Et ici, vous pouvez le voir sur cette image qui a été prise aux alentours de midi, et qui contribue au pic d'activité, mais plutôt de repos, aux alentours de midi. Si on regarde les autres espèces d'intérêt, le chevreuil et le cerf, on obtient la même hiérarchie entre les modèles. Et d'ailleurs, si on regarde ça de manière quantitative, je ne vais pas analyser tout le tableau, mais on peut retrouver que le modèle Coq VLN, c'est le meilleur modèle pour prédire les patterns d'activité, avec un overlap index moyen de l'ordre de 90%. Donc pour conclure, les performances en zéro shot de ces modèles généralistes, elles sont déjà très élevées et elles permettent de retrouver fidèlement les patterns d'activité issus d'annotations humaines. Et en plus de ça, la méthode n'est pas spécifique à la prédiction du comportement. En fait, en changeant le texte, on peut prédire d'autres attributs écologiques, par exemple le sexe de l'individu, est-ce qu'il s'agit d'un cerf ou d'une biche, ou des attributs de l'environnement, est-ce qu'il y a de la neige ou est-ce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire de manière supervisée, puisqu'il y a rarement des jeux de données à noter avec ces informations-là. En revanche, il y a quand même quelques limitations. Premièrement, je n'ai pas pu en parler, mais ici, les prédictions sont indépendantes, donc on a perdu la composante temporelle qu'on avait gagnée précédemment. Et ça, c'est parce que les modèles open source que j'ai utilisés, ils ne pouvaient prendre qu'une seule image en entrée. Mais je sais que désormais, il y a des modèles open source qui peuvent recevoir plusieurs images. Ce serait intéressant de voir si en leur donnant la séquence entière, ils peuvent mieux prédire le comportement. En plus de ça, ces modèles-là, ils sont assez sensibles à la formulation du texte. En fait, en changeant légèrement les mots de la phrase, ça peut changer drastiquement les performances de classification finale. Donc ça, c'est quand même une forte limitation à prendre en compte actuellement. Et pour finir, ces modèles, les modèles de langage particulièrement, ils ont un coût de calcul qui est très élevé, et donc il va consommer beaucoup d'énergie. C'est une autre contrainte à prendre en compte. Passons maintenant à la discussion générale que je vais aborder en 4 parties.
avec premièrement un bilan sur l'initiative DeepFawn que j'ai présenté au début, et ensuite deux perspectives, et pour finir, un questionnement sur l'utilisation de l'IA pour des données écologiques. Donc pendant cette thèse, j'ai pu mener à bien plusieurs développements méthodologiques, et ils ont été intégrés de manière concrète dans le logiciel et bénéficié à la communauté. Donc par ça, j'entends la calibration et également l'utilisation de la séquence. Et j'ai également entraîné 7 versions majeures du modèle de classification. Et dans sa dernière version, il y a 38 classes d'espèces et une accuracy de 97% sur un jeu de données test. Cette accuracy elle est très bonne, mais elle n'est pas équivalente entre toutes les classes. Il y a des espèces pour lesquelles ça marche moins bien. Donc il faudra continuer l'effort de récupérer des nouvelles données et continuer d'entraîner des modèles de classification. Mais vous pouvez voir que le modèle il est déjà adopté par la communauté avec un nombre d'utilisations mensuelles qui est croissant et une adoption dans toute l'Europe. Et donc finalement le modèle il arrive déjà à répondre aux besoins qui est très fort autour de l'automatisation des images de pièges photo. Et d'un point de vue plus personnel, moi j'ai énormément apprécié pouvoir échanger avec les utilisateurs puisque leur retour qui est souvent positif, il permet de valoriser concrètement tous les efforts investis dans le développement d'un logiciel. Passons maintenant à la première perspective. Vous avez vu, le modèle il marche relativement bien lorsque l'espèce elle est détectée, mais il peut arriver que l'animal ne soit pas détecté, et ça c'est problématique pour des espèces qui seraient rares. Et ici par exemple le chevreuil il n'est pas détecté par le modèle. Bon, je reconnais qu'il n'est pas facile à voir, mais si on utilise en fait le mouvement entre les différentes images de la séquence, la position de l'animal elle saute aux yeux, et donc comme les pièges photos ils sont statiques, on aurait envie de calculer la différence entre les deux images pour déterminer automatiquement la position de l'animal. Le problème c'est que si on calcule cette distance dans l'espace des pixels, on obtient une carte qui est extrêmement bruitée et la position de l'animal elle n'est pas du tout évidente, en particulier pour celui qui était ici. Mais une piste intéressante, ça serait d'utiliser les features des modèles entraînés de manière auto-supervisée, puisqu'ils ont un espace latent qui est très bien structuré, et particulièrement pour calculer la similarité entre les embeddings des patchs. Et là, j'ai reproduit la carte de distance, mais dans l'espace des features de DINOv3, et les positions des animaux, elles deviennent assez évidentes. Donc là, ici, c'est une tâche qui se rapproche de l'Unsupervised Object Discovery, mais le challenge, c'est que les animaux, ils ne se déplacent pas toujours, et parfois, il y a des parties de l'image qui se déplacent, mais qui ne sont pas des animaux, comme par exemple lorsqu'il y a une branche et du vent. Donc il faudrait réussir à entraîner un modèle de détection qui va utiliser cette carte de distance, mais également les images originales pour être robuste à ces deux problèmes-là. Dans la deuxième perspective, on va s'intéresser à l'utilisation des modèles de langage pour les analyses de données écologiques. Comme vous pouvez le voir à droite, il y a une tendance très forte qui consiste à approcher les différentes tâches par des modèles de langage multimodaux, là où on aurait précédemment utilisé des modèles de vision plus classiques. Et ça s'explique parce qu'ils sont très simples d'utilisation et également parce qu'ils ont un très gros potentiel de généralisation. Et comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ils peuvent être utilisés sur des tâches pour lesquelles on n'avait pas de données à noter pour entraîner un modèle de vision. Mais il faut quand même savoir qu'actuellement, ces modèles-là, ils ne sont pas très bons pour la reconnaissance de catégories fines, comme par exemple la reconnaissance d'espèces. Par exemple, dans le tableau que j'ai mis ici, un modèle de langage Lava, il avait des performances bien inférieures à un modèle entraîné de manière supervisée. Et en plus de ça, les modèles de langage, ils ont un coût de calcul qui est très élevé. Donc même si c'est la solution la plus simple, ce n'est pas forcément la solution la plus frugale. Et donc une piste intéressante, ça serait d'utiliser ces modèles-là pour générer des pseudo-annotations ou pour enrichir des annotations qui seraient faibles, de sorte à ensuite pouvoir entraîner des modèles de vision qui ont un meilleur compromis en termes d'énergie. Et pour finir, on l'a vu, il y a un réel besoin d'utiliser de l'IA pour des données écologiques, mais est-ce que les méthodes actuelles elles permettent déjà de répondre à ce besoin? Premièrement, on peut se demander si c'est réellement efficace, parce que si le modèle n'est pas assez bon et qu'il faut vérifier toutes les prédictions, alors on ne gagne pas du tout de temps, et donc oui, on ne gagne pas de temps. Et dans le cadre de DeepFawn, les performances elles commencent à être assez bonnes, je pense, pour qu'on puisse ne pas vérifier les prédictions et avoir confiance en ces prédictions. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont montré que les performances étaient déjà assez bonnes pour automatiser le calcul de la densité de certaines populations et qu'il n'y avait pas de différence significative avec celle obtenue via des annotations humaines. On peut également se demander, est-ce que c'est facile à mettre en place? Parce que vous l'avez vu, il a fallu 3 ans de travail, et donc l'IA, c'est pas magique, et il faut quand même investir beaucoup d'efforts pour pouvoir déployer un modèle
qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs. Et en plus de ça, il y a un challenge autour de la communication entre plusieurs disciplines. C'est-à-dire que les écologues, ils vont avoir besoin d'experts en IA pour entraîner des modèles, mais les experts en IA, ils vont avoir besoin des écologues pour récupérer des données. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte et qui peut prendre énormément de temps. Et enfin, il faut à la fin déployer un outil qui soit facile d'utilisation avec un logiciel ou une plateforme web pour que les écologues puissent l'utiliser et que ça ait un impact concret. Enfin, on a toujours en tête que les modèles d'IA, ils consomment beaucoup d'énergie et ils ont un fort impact environnemental. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Ici, je propose une courte étude, mais avec un cas d'étude avec DeepPhone. Et ici, dans la littérature, j'ai trouvé que pour un humain, il fallait, pour annoter 1000 images, il fallait environ 2h30. Et ce qui est particulier avec les images de pièges photos, c'est qu'on ne peut pas les annoter sans ordinateur. Donc même si c'est un humain qui le fait, il y a une consommation électrique. Et j'ai calculé sur mon ordinateur qui utilise une puissance de 13 watts pour annoter des images à la main. En revanche, pour traiter 1000 images avec DeepPhone, ça va beaucoup plus vite, 439 secondes, mais la consommation en puissance est plus élevée de 25 watts. Là, je précise que je n'ai pas de GPU sur mon ordinateur. Donc avec la puissance et le temps, on peut calculer l'énergie qui est consommée. Et déjà, le premier résultat intéressant, on peut voir que finalement, si c'est un humain qui le fait, ça consomme 10 fois plus que si c'est l'ordinateur qui le fait. Mais donc pour 1 million d'images, on a 3 kWh pour les traiter avec DeepPhone. Et ça, c'est équivalent à rouler 3 km en voiture. Donc c'est extrêmement faible, surtout si on met ça en perspective avec le temps qu'on va passer en voiture pour poser les pièges photos. En revanche, on peut prendre en compte toute la recherche qui est associée au développement de DeepPhone. Et là, tout de suite, on a un chiffre beaucoup plus élevé, avec environ 2000 km en voiture, ou encore la moitié d'un aller Paris-New York. Ça peut paraître beaucoup, mais à nouveau, c'est assez faible si on met ça en perspective avec un déplacement en conférence, par exemple. Mais on peut également ajouter le pré-entraînement des modèles sur lesquels se base DeepPhone. Donc si on prend par exemple Dino-V2 sur lequel est basé DeepPhone, c'est 1000 fois plus élevé le bilan en termes d'environnement. Mais est-ce qu'il faut prendre ce chiffre en entier ou le diviser par le nombre de projets qui utilisent Dino-V2? Probablement plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers, ça reste une question ouverte. Mais quelque chose qui est important à prendre en compte lorsqu'on développe un outil qui permet d'augmenter l'efficacité du traitement des données, c'est l'effet rebond. En fait, si on peut traiter les données de manière plus efficace, on peut avoir envie de poser plus de capteurs, et finalement on a plus de données à traiter, et tout ce que ça implique, donc les temps de trajet en voiture pour poser les pièges photos, la construction des pièges photos, et le traitement par un logiciel derrière. Et donc l'enjeu des prochaines années, ça ne va pas être seulement de développer des nouveaux modèles, mais également de réfléchir à comment les intégrer de manière réellement responsable et bénéfique pour la recherche et la conservation. Merci pour votre attention.